À pied d'œuvre, le podcast qui réconcilie les arts et les sciences. Entre clins d'œil, jeux de miroir et de cache-cache, art et sciences n'ont de cesse de se chercher et de se perdre pour mieux se retrouver. Tous les mois, je vous invite à partir à la découverte des accomplissements de ce drôle de couple qui, lorsqu'il se comprend, transcende la réalité. Un podcast de Moonji, réseau de sociétés de conseil pour les métiers de l'ingénierie et de l'IT. Bonne écoute! Pour le meilleur ou pour le pire, le destin du photographe est lié à celui d'une machine. Dorothy Lange. Dans nos sociétés actuelles, la photographie joue un rôle capital. Devenue indispensable à la science comme à l'industrie, elle est à l'origine des mass-médias comme le cinéma et la télévision. Elle s'étale quotidiennement dans la presse écrite, qu'elle soit papier ou numérique. Elle nous divertit, nous informe, nous émeut, nous fait rêver et nous remet les pieds sur terre. Elle s'est tellement intégrée à notre vie qu'on ne la voit plus à force de la voir. On estime aujourd'hui à 1200 milliards le nombre de photos prises chaque année dans un monde où 3,5 milliards de personnes possèdent un smartphone. Si on lui accorde volontiers le statut de discipline artistique, c'est au monde de la recherche que nous devons son apparition. Nous allons commencer par retracer le contexte artistique et scientifique de son invention, avant de revenir sur l'histoire de la première photographie jamais capturée. Nous évoquerons ensuite la façon dont cette nouvelle technologie a été reçue par la sphère scientifique et la sphère artistique, et vous le verrez, le verdict n'a pas été unanime. La photographie nous est tellement familière que vous n'avez peut-être jamais réfléchi à sa définition. Alors, la photographie, qu'est-ce que c'est ? Elle représente l'ensemble des techniques permettant d'obtenir des images permanentes grâce à un dispositif optique produisant une image réelle sur une surface photosensible. En bref, la photographie croise donc deux éléments. Un dispositif optique qui permet de produire une image et une surface sensible à la lumière qui enregistre cette image. Aujourd'hui, dans nos smartphones ou nos appareils modernes, ce sont ce que l'on appelle des capteurs. Mais dans les premières heures de la photo, il s'agissait de simples plaques de métal ou de verre, puis de pellicules. Si nous avons choisi de faire de la photographie la star de ce troisième épisode, c'est notamment parce que son invention au cours du 19e siècle a bouleversé les relations entre l'art et la science, à une époque où ces deux champs traversaient de profonds changements de paradigme. Commençons par le contexte scientifique. Au 19e siècle, le français Auguste Comte fonde le positivisme, un courant philosophique qui soumet de manière rigoureuse les connaissances acquises à l'épreuve des faits. À cette époque, il est alors particulièrement valorisé de fonder toute connaissance sur les données sensorielles, en particulier la vue et l'observation. La photographie devient alors un allié de choix en permettant de produire des preuves indéniables dans toutes sortes de disciplines, de la botanique à l'astronomie, en passant par l'archéologie. Du côté de l'art, la photo apparaît en plein âge d'or du réalisme, à une époque où l'artiste se doit de capter et de retranscrire fidèlement la réalité. C'est l'heure d'un certain rapprochement entre art et science après l'âge d'or du romantisme. Désormais, on s'efforce d'éliminer la part d'interprétation et de subjectivité dans la création. La photo arrive donc à un moment de l'histoire où art et science semblent converger vers la quête absolue d'un monde réel. Passé cette mise en contexte, plongeons-nous maintenant dans l'histoire des premiers pas de la photographie. Je vous le disais un peu plus tôt, la photographie repose en premier lieu sur un dispositif optique. Ce dernier, nous le connaissons et le maîtrisons depuis bien longtemps. Depuis l'Antiquité, on sait que l'on peut obtenir une image par le procédé de la chambre obscure. Il s'agit d'une technique consistant à percer un trou dans une boîte ou chambre. La lumière qui s'y infiltre vient ensuite projeter une image sur la paroi opposée. Au fil du temps, de nombreux scientifiques amateurs ou professionnels vont expérimenter autour de ce procédé pour l'améliorer. Si vous avez écouté l'épisode précédent consacré à Léonard de Vinci, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'il fait partie de ces pionniers. Le dispositif sera bientôt perfectionné grâce à l'ajout d'une lentille. On sait alors comment projeter une image sur une surface, mais pas comment l'enregistrer, la fixer. Après les progrès de l'optique, il faudra attendre des avancées dans le domaine de la chimie. Au Moyen-Âge, on découvre que l'exposition du chlorure d'argent à la lumière provoque son noircissement. Mais à cette époque, on ne parvient pas à obtenir une image qui ne se dégrade pas avec le temps.
ce n'est qu'au XIXe siècle que l'on découvrira comment immortaliser durablement l'image d'un objet sur un support. Connaissez-vous la première photographie de l'histoire ? Si ce n'est pas le cas, vous en trouverez le lien dans la description de l'épisode. Nous la devons à Nicéphore Niepce, un ingénieur français. À force de travaux empiriques et de tâtonnements, il parvient en 1827 à réaliser une prise de vue depuis la fenêtre de sa maison près de Chalon-sur-Saône. Bon, vous verrez, le chemin vers la haute définition est encore long. Pour arriver à ce résultat, il utilisa une chambre noire et une plaque d'étain recouverte d'un goudron naturel appelé le bitume de Judée. Le fait que l'on voit les bâtiments illuminés des deux côtés nous a longtemps fait considérer que le temps de pose avait été d'une journée entière. Mais après avoir reconstitué le procédé dans les années 90, un scientifique démontra qu'il avait dû être de plusieurs jours. Niepce ne s'est pas arrêté à ce premier cliché et n'a eu de cesse d'améliorer sa technique et de chercher des contacts pour faire reconnaître son invention. Il fait la rencontre de Louis Daguerre, un décorateur de théâtre, avec lequel il signe un contrat d'association pour perfectionner ensemble le procédé. Mais Niepce décède subitement en 1833 et Daguerre poursuit seul ses recherches. Il abandonne progressivement le bitume de Judée et choisit le cuivre comme support. Il découvre les propriétés des vapeurs de mercure. Ce procédé diminue considérablement le temps de pose. L'image est saisie en 3 minutes et non en plusieurs heures comme c'était le cas auparavant. Le daguerréotype, qui tire son nom de son inventeur, naît en 1835. Le député et savant François Arago comprend alors l'importance de l'invention. En 1839, il présente le procédé devant l'Académie des sciences, réunie avec celle des beaux-arts. Le succès est total, aux grandes dames des Britanniques qui, par le biais du scientifique William Talbot, avaient mis au point un procédé très proche. L'invention est achetée par le gouvernement français pour le verser dans le domaine public et le traité de Daguerre, décrivant l'opération, est traduit en plusieurs langues. Dès lors, la photographie connaît des perfectionnements incessants. De nouveaux procédés aux drôles de noms apparaissent, comme l'ambrotype, le ferrotype, le calotype ou le cyanotype. Le négatif en métal ou en papier est bientôt abandonné au profit de la plaque de verre, puis de film celluloïd, l'une des premières matières plastiques artificielles. Il faut attendre 1869 pour voir la première vraie photographie en couleur. Elle est encore une fois française et prise par l'inventeur Louis Ducos du Horon, qui applique le principe de la trichromie. Il s'agit d'un procédé permettant de reproduire des photographies en couleur en superposant 3 négatifs des 3 couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. Cette avancée mènera plus tard au développement du cinéma et de la télévision couleur. Au tout début du XXe siècle, les frères Lumière font breveter la première technique industrielle de photographie couleur. Elle permet de réaliser une image positive sur une plaque de verre et fixe les couleurs grâce à des grains de fécule de pommes de terre. Très vite donc, la photographie suscite l'engouement de la sphère scientifique. Par ailleurs, sa complexité dans ses premiers temps laissait peu de chances de succès aux amateurs, et c'est assez naturellement qu'elle demeure un temps l'apanage des chercheurs. Comme l'on croyait qu'elle offrait une transcription exacte de la nature, elle est rapidement devenue plus qu'un outil parmi d'autres. Elle a gagné le statut de preuve scientifique à part entière. Par exemple, dans les années 1870, la botaniste anglaise Anna Atkins a pris directement la photographie, récemment inventée, pour illustrer un ouvrage scientifique de référence. Ce fut l'un des premiers livres illustrés avec des images dérivées de la photographie. Et le cas d'Anna n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On tourna les premiers appareils vers le sol, pour immortaliser les fossiles, vers le ciel, pour photographier la Lune. On utilisa la photo pour répertorier diverses espèces animales et les montrer au monde. C'est ainsi que, dès le début du XIXe siècle, des photographes réalisèrent des photos d'animaux dans les zoos et dans les parcs, faisant découvrir au grand public des espèces du monde entier. Mais l'apparition de la photographie n'a pas été au goût de tous et devint dès sa naissance l'objet de violents litiges. Même l'Église prit position. Un journal chrétien allemand écrivit le passage suivant. « Vouloir fixer de fugitifs reflets est non seulement une impossibilité, mais le vouloir confine au sacrilège. Dieu a créé l'homme à son image et aucune machine humaine ne peut fixer l'image de Dieu. »
Savoir si l'appareil n'était qu'un instrument technique ou s'il fallait le considérer comme un véritable moyen d'expression échauffait aussi les esprits des artistes. Comme nous l'avons vu plus tôt, la photo est apparue au moment de l'essor de la philosophie positive et du réalisme. Fort de ce contexte, certains voyaient en la photo le moyen idéal de retranscrire l'objectivité de la nature. L'opinion adverse prétendait que la photo était tout juste capable de fournir un travail mécanique n'ayant aucun point commun avec l'art. La mode du portrait photographique, généralement exploitée à l'époque par des gens qui ne cherchaient qu'à s'enrichir, a beaucoup renforcé la mauvaise réputation de la photo dans le monde artistique. Il était difficile de distinguer les quelques photographes consciencieux des autres. Le peintre Amand Gautier, par exemple, en 1857, qualifie l'invention d'humble servante. Eugène Delacroix reproche à la photographie d'être trop directe et de brider son imagination. Il la rejette en tant qu'œuvre d'art, car, selon lui, elle ne permet pas de saisir l'esprit de l'homme ou de l'objet qu'elle représente. Charles Baudelaire, plus critique encore, voyait en la photo l'incarnation de la décadence de la société. Très récalcitrant face à l'idée du progrès, se considérant comme un aristocrate, il était opposé aux tendances démocratiques de l'époque qui voulaient mettre l'art à la portée de tous. La photo n'était pour lui, je cite, qu'une invention due à la médiocrité des artistes modernes et le refuge de tous les peintres manqués. Elle devait donc, selon lui, retourner à sa véritable place, celle de servante des arts et des artistes. D'autres, comme le peintre Edgar Degas, plus mesurés, se serviront effectivement de la photo comme auxiliaire pour compléter leur pratique. Mais il est également arrivé que de grands noms changent d'avis. En 1858, le poète Lamartine s'était montré particulièrement virulent en déclarant « Cette invention du hasard ne sera jamais un art, mais un plagiat de la nature par l'optique ». Il finit par changer d'avis en voyant les belles images d'un artiste appelé Adam Salomon. Il écrira « Depuis que nous avons admiré les merveilleux portraits saisis à un éclat de soleil par Adam Salomon, nous ne disons plus que c'est un métier, c'est un art. Et c'est mieux qu'un art, c'est le phénomène où l'artiste collabore avec le soleil. » Au fil des décennies, avec les innovations portées par divers inventeurs et des marques comme Kodak, l'appareil photographique se démocratise massivement. Au XXe, le métier de photographe explose, et notamment celui de photoreporter. De nouvelles contraintes qui poussent les fabricants à améliorer l'électronique et la mécanique de leurs appareils. Vers la fin du siècle, ce n'est plus la chimie qui révèle l'image, mais la sensibilité de capteurs électroniques. Cette petite révolution ouvre un champ de possibilités immense. Au moyen d'un ordinateur, on peut modifier l'image à volonté. La recadrer, la coloriser, la contraster, la flouter. On peut ajouter, modifier ou supprimer des éléments en faisant un petit tour sur Photoshop et récupérer certains ratés lors de la prise de vue. Alors que les premières photos étaient des tirages uniques, on peut aujourd'hui les reproduire à l'infini, les envoyer à l'autre bout du monde en quelques clics, les imprimer ou les conserver en format numérique. Comme lors de ses premiers pas, la photographie évolue toujours à une vitesse effrénée. Il y a moins de 50 ans, en 1975 très exactement, naissait le premier appareil photo électronique. Il s'agit d'un Kodak de presque 4 kg, inventé par un ingénieur américain permettant de capter 10 000 pixels. La qualité de ces images est mauvaise, mais c'est un début. Dites-vous qu'aujourd'hui, des appareils haut de gamme de la marque captent autour de 30 millions de pixels. Qu'elle soit documentaire, plasticienne, de mode, de paysage, de portrait, de mariage, de rue, la photographie s'est immiscée dans tous les domaines de la vie et dans toutes les couches de la société. Profondément scientifique, elle s'est progressivement fait une place dans le monde artistique. Sa légitimité n'est plus à démontrer, à en croire le nombre de musées, de festivals, de prix et de fondations qui lui sont dédiés. J'espère que cette immersion dans l'histoire de la photo vous aura plu. Si vous êtes intéressé par la photo sous un angle historique, scientifique, philosophique, artistique, social ou sociologique, je vous ai concocté une petite liste de références complémentaires disponible dans la description. Une fois n'est pas coutume, si À pied d'œuvre vous plaît, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire et à en parler autour de vous. Ne sous-estimons jamais la force du bouche à oreille. Rendez-vous dans un mois pour le 4e épisode qui sera consacré à un instrument de musique insolite aussi bien par ses sonorités que par son histoire. Il n'est joué que par une poignée de personnes dans le monde et j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec l'une d'elles. C'était À pied d'œuvre, le podcast de Moonji, réseau de sociétés de conseil pour les métiers de l'ingénierie et du digital. Je suis Cécile Lombardi, la plume et la voix, accompagnée du studio Le Son de l'encre pour l'enregistrement, l'habillage musical et la post-production.
À bientôt!